Bonjour, je suis Michèle Lachowski, gynécologue, et mon dada c'est la psychosomatique. Nous allons d'ailleurs parler des troubles, des difficultés psychologiques de la ménopause. Au fond, la ménopause, elle pose de grandes questions à nos patientes. Donc, la vraie question, c'est qu'est-ce qui m'attend? Et au fond, elles envisagent cela soit comme un passage, soit comme une fin. C'est ça qui est triste d'ailleurs. Alors la ménopause, c'est un terme que tout le monde connaît. Il est apparu dans le dictionnaire vers 1860, si je ne me trompe. C'est un événement imparable. Et pourtant, il comporte encore beaucoup de questionnements et d'inconnus. C'est un phénomène qui ne concerne que les femmes, mais reconnaissons-le, qui intrigue plus ou moins tout le monde. C'est un événement attendu, mais plus ou moins redouté, qui a longtemps été plus ou moins dissimulé, considéré parfois même comme honteux, on n'en parlait pas, mais qui aujourd'hui peut-être est trop exposé sur la place publique et on peut se demander pourquoi. Les problèmes psychologiques sont à la fois liés à l'image qu'on a de soi, ce que j'appellerais l'imagerie personnelle et l'imagerie ressentie. C'est une période de la vie assez marquée, la cinquantaine, avec le sentiment qu'il s'agit du milieu de la vie, du mi-temps de la vie, et puis un moment assez riche ou assez dangereux ou assez frappant, puisque ça correspond donc à ce fameux mi-temps de la vie, et c'est un moment où les parents, parfois, posent des problèmes, jouent ce scénario difficile de la fin de vie, et qui vous mettent en lumière ce qui pourrait vous arriver à vous, qui peuvent provoquer des troubles dans le couple, quand il faut avoir papa, maman à la maison. Et puis les enfants. Alors les enfants, ils ont plutôt tendance à s'en aller, c'est le fameux syndrome du nid vide, ou être trop présents. Leurs amours jeunes et ardentes peuvent troubler un couple qui en est à la cinquantaine. Il y a les frontières aussi qui se sont imaginées à la ménopause. Et pour beaucoup de femmes, elles ont le sentiment qu'elles vont perdre le visa pour le monde des amours, pour le monde du travail aussi. Il y a beaucoup cette notion de perte. Et puis l'imagerie personnelle, autrement dit l'image qu'on a de soi, avec l'estime de soi qu'elle comporte, et les problèmes de silhouette, car au fond, autant que le poids, sinon plus, c'est ce qui les rend, nos patientes, inquiètes. Et puis la grande question, c'est l'âge. Ménopause égale âge, et nous en reparlerons d'ailleurs. Ce puzzle vous montre bien, en fait, ce qui représente pour les femmes cette période-là. Je l'ai baptisé le dilemme, mais c'est pas très juste. C'est au fond plutôt les origines des problèmes de nos patientes, les problèmes psychologiques dont nous allons encore parler, les problèmes physiologiques et hormonaux que vous connaissez, dont on va parler bien sûr, les difficultés de couple. La femme qui arrive à la cinquantaine peut avoir un homme du même âge, ce qui n'est pas toujours facile, plus âgé, ce qui est peut-être encore plus difficile, ou ne plus avoir d'homme du tout à cette période-là, c'est vrai. Alors reparlons de la ménopause plus précisément, surtout aujourd'hui. Est-ce qu'elle a changé? Non, bien sûr, c'est un phénomène physiologique qui est inscrit dans l'ADN des femmes. Mais qu'est-ce qu'elles en pensent aujourd'hui, les femmes, en 2018, les femmes, les médecins, les médias? Alors les femmes posent souvent la question, puisque nous vivons tellement plus longtemps, est-ce que la ménopause ne va pas arriver plus tard? La moitié de la vie serait plus tard? Eh bien non, c'est toujours au même âge. Elles ont la même peur, nos patientes, des mêmes troubles. Les bouffées de chaleur, les malaises, les rougeurs, tout ce qui les trahit, elles en ont très peur. Et puis maintenant, ou depuis un moment, elles ont peur aussi des médecins, c'est-à-dire de nous. Elles ont peur de leurs hormones, avec tout ce qu'elles ont entendu, et nous en reparlerons. Alors, les médecins, avant ce que moi j'ai baptisé le grand Satan et ce qu'on a baptisé le tsunami, c'est-à-dire la fameuse enquête américaine, la WHI, ils avaient une certaine opinion simple des problèmes de ménopause, mais ils ont aussi été troublés, et les médias s'en sont mêlés, puisque vous savez bien que good news is no news, c'est-à-dire que plus ça paraît difficile, plus c'est intéressant. Et plus c'est inquiétant. Je pense qu'il n'est pas inintéressant que vous jetiez un coup d'œil à cette diapo qui montre bien notre longévité qui augmente et surtout la longévité des femmes. Alors est-ce que c'est un tel avantage d'être celles qui vivent le plus longtemps? Je ne sais pas, mais toujours est-il que c'est statistiquement parfaitement prouvé. Et puis pour mettre un petit peu de gaieté dans cette histoire qui n'est pas si gaie que ça, je me suis amusée à vous présenter les nains de la ménopause avec l'aide d'Astérix pour leur trouver des noms. Cette diapo, je la dois à une collègue allemande. Par contre, les noms en Astérix, ils sont assez typiquement français. Et vous reconnaîtrez tous les petits malheurs, tous les petits malaises, qui peuvent être des grands malheurs et des grands malaises d'ailleurs, les bouffées de chaleur, la fatigue, la transpiration.
tout ce qui trahit souvent les femmes et qu'elles considèrent comme extrêmement difficile. Il y a quand même eu des phrases qui nous ont marquées et qui marquent encore plus dans cette période-là. On n'est pas femme, on le devient. Simone de Beauvoir, mais ce qu'elle n'a pas ajouté, c'est qu'on le reste. Et je crois que c'est très important de souligner que femmes elles sont et femmes elles resteront, qu'elles soient ménopausées ou qu'elles ne soient pas. On peut se donner le plaisir de se rappeler qu'un homme est un homme depuis toujours et pour toujours, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Alors, reprenons un petit peu notre schéma avant, pendant, après, ce qui est toujours avant, pendant, après, la fameuse enquête WHI qui a tout bouleversé. Alors depuis ce que j'aime bien appeler la nuit des temps, il s'agirait, si on parle météo, la ménopause serait un mauvais temps pour les femmes. Un mauvais temps à tout point de vue, moral, physique, ce qu'une sociologue, Evelyne Sulro, a baptisé la fatalité du fait féminin. Pour nos patientes, à part les petits ou grands malheurs de la période elle-même, c'est la crainte de l'âge qui est toujours la plus importante. Alors il y a eu un moment que je baptise avant-hier, c'est-à-dire avant 2003, avant la fameuse enquête WHI, où il y avait une nette amélioration pour nos patientes, puisque santé pouvait rimer avec qualité de vie, malgré l'âge, puisqu'elles avaient le sentiment que nous pouvions les aider par nos traitements, que la science avait avait manifesté de l'intérêt pour la ménopause et donc apporté une certaine efficacité, ce qui pouvait contribuer au bonheur des dames, bien entendu. Et puis arrive 2003 et le fameux tsunami, les grands orages, et ce qui est dramatique, c'est le recul brutal d'une part de la confiance des patientes en nous et d'autre part de l'aide que nous pouvions leur apporter. Et je crois que on a beaucoup parlé de dommages collatéraux en d'autres circonstances, certes pires, mais je crois que la qualité de vie des femmes a été très, sinon abîmée, du moins écornée, et la relation de confiance qu'il est importante entre un médecin et une patiente, et puisque nous parlons de la ménopause, entre le gynécologue et sa patiente. Et nos femmes, quand je dis nos femmes, je veux dire nos patientes, elles ont eu le sentiment, et elles nous l'ont dit, qu'on les trompait, qu'on les mettait en danger. Et elles se sont dit, mais grand Dieu, qu'avons-nous fait? Et elles ont eu très peur que Dame Nature se soit vraiment beaucoup fâchée. Donc, nous étions des apprentis sorciers, et avec nos hormones, mot très dangereux, elles avaient le sentiment que c'était un filtre, comme on donnait les sorcières, un filtre très dangereux, et que Dame Nature se fâchait et disait non. Disait non comment? Eh bien, en envoyant les pires plaies à ces femmes qui se traitaient. Ça allait du cancer à l'AVC, en passant par tout ce que vous pouvez imaginer, et pourquoi pas réfléchir au fait que la grand-mère, eh bien elle avait souffert de ces bouffées de chaleur, elle avait peut-être piqué quand on l'embrassait, elle était peut-être devenue un peu désagréable, mais elle n'avait pas eu tous ces malheurs, et on a beaucoup entendu ce genre de choses. Autrement dit, certains qui sont arrivés après ont dit « méfiez-vous ». Méfiez-vous, méfiez-vous des docteurs, méfiez-vous de cette prétention à vous soigner alors que vous n'êtes pas malade, c'est un phénomène physiologique qu'il faut supporter. Alors si on reste dans la météo, on pourrait se dire qu'aujourd'hui, les choses quand même, grâce à des études françaises, les choses s'éclairent un petit peu, mais autant la presse s'est fait le normal, écho de toutes ces études qui paraissaient extrêmement dangereuses, on a plutôt moins parlé quand les choses se sont stabilisées, puisque, selon la formule classique, good news is no news, et si tout va bien, il n'y a rien à annoncer. Alors on pourrait croire que tout va bien, que tout est réglé, que nos patientes ont compris que nous n'étions pas si dangereux que ça. Eh bien non, parce que maintenant elles ont une espèce de dilemme encore plus difficile. Si elles se traitent, elles courent des risques, les périls sont là, et puis on leur dira, on vous l'avait bien dit qu'il ne fallait pas vous traiter. Si elles ne se traitent pas, risques et périls aussi, bien sûr, et on vous l'avait bien dit, si vous vous traitiez, vous seriez mieux, vous resteriez plus jeune, ce qui est le grand leitmotiv, la jeunesse. Alors à qui peuvent-elles faire confiance? Et pourtant, elles se disent que si elles se traitaient plutôt, si elles acceptaient que nous les traitions, peut-être qu'elles vieilliraient moins vite et moins visiblement. Et vieillir aujourd'hui n'est absolument plus acceptable, vous le savez, c'est considéré comme littéralement malpoli et discourtois, c'est suicidaire. Si vous êtes vieille, encore plus que si vous êtes vieux, quelle est votre place dans la société? Même pas regardable, c'est inacceptable pour la société. Et pour reprendre un slogan bien connu, vieillir, moi, jamais. Et pourtant, dans la représentation classique de nos patientes, et pas seulement d'elles, de leurs hommes, et peut-être de monsieur et madame tout le monde, la ménopause, c'est l'âge, avec tous les grands dégâts de l'âge. En fait, si on voulait bien réfléchir, un seul pouvoir est en effet terminé. C'est la fin du pouvoir de fertilité. Mais sincèrement, qui veut vraiment un enfant à 54-55 ans? Bien sûr, il y a une très grande différence entre ne pas vouloir et ne pas pouvoir. Et c'est ça qui est souvent mal toléré. Par contre,
Ce qui est tout à fait faux, c'est ce sentiment qu'ont nos patientes qu'on en est à la fin du pouvoir de séduction, à la fin de la féminité et à la perte du fameux visa, aussi bien pour les amours que pour le travail. Alors autrefois, il faisait mauvais temps à tous les niveaux pour absolument tous les risques et les possibilités. Et à un moment donné, au contraire, il y a eu une phase au milieu du drame et de l'amélioration, ou de l'amélioration et du drame, une phase où, grâce au traitement, nos patientes ont mieux vécu. Et cette qualité de vie qu'elles ont connue lorsqu'elles étaient moins inquiètes, elles l'ont regrettée ensuite, mais elles ne se sont pas traitées toujours parce qu'elles ont eu peur. Et là, c'est extrêmement dommage parce que la qualité de vie des femmes y est restée, alors qu'à un moment donné, elles avaient pu retrouver une paix intérieure et surtout une paix extérieure, en ce sens qu'elles n'avaient plus peur lorsque, dans les fameuses réunions où elles étaient les seules femmes, qu'elles soient les seules à rougir et dont le joli chemisier de soie marquait des aréoles grâce à la transpiration et aux bouffées de chaleur. Peut-être que maintenant, un petit peu, ce méfiez-vous des docteurs, méfiez-vous de ce qu'ils vous prescrivent, est tout de même un petit peu en train de diminuer. C'est vrai que la peur de l'âge est quand même ce qui domine. Nous sommes dans une société où le jeunisme est porté à une espèce de paroxysme. En exagérant un petit peu, on pourrait se servir de la formule qui a eu du chic à un moment donné, qui était très aimée, c'est pour être quelqu'un de bien, il faut être jeune, mince et bronzé. Alors peut-être que bronzé, on peut s'en passer, mais mince, c'est un gros problème puisque le problème de la silhouette pour nos femmes est extrêmement important. C'est un pactole commercial, l'âge. La médecine anti-âge connaît un essor extraordinaire. La chirurgie du vieillissement, vous la connaissez, un peu partout sur le corps, du visage à la vulve d'ailleurs. Les soins cosmétiques à la main ou à la machine ou à la seringue. Les hormones, bien sûr, et puis l'hygiène de vie, dont on parle beaucoup, et là, je crois que c'est parfaitement justifié. Si nous parlons actuellement de ces troubles et de la difficulté des patients de vivre la ménopause, c'est parce que la qualité de vie est quelque chose qui nous importe maintenant beaucoup, qui fait partie de la santé, et nos patientes n'ont pas besoin d'être malades pour venir nous voir. D'ailleurs, la ménopause n'est pas une maladie. Il ne faut pas oublier que quand on parle de traitement de la ménopause, c'est quelque chose d'un peu paradoxal, parce qu'on ne traite pas une maladie, on traite un phénomène. Mais ceci étant, ce qu'on essaie de donner ou de rendre à nos patientes, c'est la qualité de vie. Ce n'est pas si simple, parce que la qualité de vie, elle comporte un ensemble. Elle peut devenir difficile, moins confortable, car elle comprend des troubles psychosomatiques variés et divers, des dits et des non-dits, notamment dans la vie du couple, et la qualité de vie dépend aussi du partenaire, de la sexualité du couple, et ce sont des questions dont nous, gynécologues, nous nous préoccupons, même s'il ne s'agit pas de maladie. Alors nous, les gynécologues, nous en préoccupons parce que la relation médecin-patiente est quelque chose de capital dans notre métier, et peut-être encore plus dans ce domaine où il ne s'agit pas de maladie, mais, je le répète, de qualité de vie. Que pouvons-nous faire? Écouter nos patientes, leur montrer l'empathie que nous ressentons pour elles, les rassurer, peut-être pas avec des grands mots, mais en langage très clair et non médical, et pourquoi pas, et pour rendre à cette relation toute son importance, qui en a perdu au moment des enquêtes dangereuses, entre guillemets, arriver à une dédiabolisation des hormones qui permettrait de nous dédiaboliser nous aussi, et on reviendrait à ce que moi j'appelle la troisième dimension, c'est-à-dire la confiance de l'un dans l'autre. Je pense que c'est assez important de réfléchir à ce que nous pouvons apporter à nos patientes en dehors de tout traitement médical par notre simple, et ce n'est pas simple, relation avec elles. Et j'ai beaucoup aimé cette phrase de Canguilhem qui dit que nous ne pouvons pas empêcher nos patientes d'avancer en âge, au contraire, mais nous pouvons les aider à accepter et à ménager les pertes qui sont inéluctables certes, les aider à se protéger contre les autres pertes, à trouver et à retrouver des centres d'intérêt, des activités valorisantes. Et la phrase de Canguilhem, une autre allure de vie me paraît extrêmement adaptée. Voilà en gros ce que je voulais vous dire sur les problèmes psychologiques qui entourent la ménopause. Chacun en trouvera d'autres chez ses patientes, d'autres dans la façon de considérer la ménopause, mais je crois que ce qui est important, c'est de ne pas oublier que pour nos patientes, tout cela n'est pas simple et elles n'ont pas toujours le moyen ou la facilité d'en parler. À nous d'ouvrir le dialogue.